Un autre élément qui va venir renforcer ce biais de tribalisme, c'est le renforcement des croyances et des rituels. Donc, au sein d'un groupe, on va souvent développer tout un tas de croyances, tout un tas de rituels qui sont internes au groupe et qui servent à créer une différence avec les groupes externes. Donc, l'exemple le plus simple, ce sont les religions. Donc, les religions ont tout un tas de rituels qui servent à souder les membres du groupe et à différencier ce groupe des groupes qui sont extérieurs. Et l'élément qu'on retrouve ici, c'est que plus les rituels sont difficiles, plus les rituels sont coûteux et plus ils sont irrationnels, plus la cohésion au sein du groupe va être forte. Pour reprendre l'exemple des religions, différentes religions ont des rituels plus ou moins difficiles, coûteux, irrationnels, et d'autres religions sont moins demandeuses de ce côté-là. Donc prenons l'exemple aux États-Unis, vous avez différentes églises. Vous avez des églises chrétiennes qui sont très libéraux, où les gens vont à l'église de temps en temps, où les gens vont voilà, partager certaines valeurs chrétiennes, mais sans suivre la Bible vraiment de façon très rigoureuse. Et ces églises-là, bien souvent, voilà, les gens vont partir d'une église à l'autre, vont être moyennement investis dans la religion, vont rentrer, sortir. C'est des communautés religieuses qui sont utiles d'un point de vue du soutien social et d'un point de vue de la spiritualité, mais qui n'ont pas une emprise très forte sur leurs membres. Si vous contrastez ça avec une communauté comme les Amish. Donc les Amish, c'est des communautés qui vivent dans certaines petites régions, aux États-Unis en particulier, en Pennsylvanie, et qui ont essentiellement arrêté le développement technologique au XVIIIe siècle. Donc les Amish, ils vivent en communauté ensemble, ils portent des habits du XVIIIe siècle, ils se déplacent dans des charrettes avec des chevaux, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de... La plupart du temps, ils sont fermiers ou ils sont menuisiers, ils ne participent pas à l'économie traditionnelle. Ils sont essentiellement des communautés entièrement autosupportées avec des systèmes d'agriculture et de technologies très simples qui peuvent être fabriquées essentiellement par les individus de la communauté, que ce soit voilà, les chevaux, les charrettes, etc. Et les communautés Amish, pour le coup, cette communauté religieuse a une emprise presque totale sur le comportement de ses membres. Et pourquoi ? Parce que les rituels qui soudent ces membres et la différence entre ces rituels et le reste de la société est tellement forte que essentiellement, soit vous êtes Amish et vous êtes à fond dans la communauté, soit vous devez complètement en sortir et rejoindre le monde, voilà, le monde normal, rejoindre la ville, rejoindre le reste de la société. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et tous ces rituels qui sont, d'un point de vue extérieur, très contraignants et très irrationnels, vont non pas affaiblir la communauté Amish, mais au contraire la renforcer. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve partout, et pas uniquement dans les communautés religieuses. Donc si on prend l'exemple du bizutage, la vision habituelle du bizutage, c'est que c'est juste de la cruauté, et que c'est juste voilà, les gens les plus âgés dans une communauté qui vont s'amuser aux dépens des nouveaux arrivants. La vérité, c'est que beaucoup d'études ont montré que le bizutage est certes cruel, irrationnel et difficile à traverser, mais il a une fonction sociale dans la cohésion du groupe. Donc, je vais prendre un exemple avec lequel je suis familier parce que moi, je suis entré après une prépa dans une école de commerce. Les écoles de commerce fonctionnent largement sur un système de rivalité. Alors là, c'est exactement le cas extrême de gens qui sont absolument identiques les uns aux autres et qui vont saisir leurs différences extrêmes. Parce que la différence entre un gars qui rentre à HEC et un gars qui rentre à l'ESSEC, qui est la deuxième école de commerce en France, est absolument de zéro. Donc les mêmes mecs peuvent rentrer dans l'une ou l'autre école, ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes lycées, les mêmes prépas, voilà, on a tous fait la même chose, et pourtant une fois que vous êtes rentré dans une école, vous faites partie d'une tribu, et vous allez détester l'autre tribu. Voilà, j'exagère un petit peu, mais il y a un petit peu de cette idée. Et certaines personnes qui vont être vraiment investies dans l'école vont avoir des rivalités très fortes avec les autres écoles, qui sont identiques, mais là c'est pas 99%, c'est 99,99999%. Au sein même d'une école, on a encore une fois cette fragmentation et ces rituels où vous allez avoir différents groupes qui sont les associations. Vous allez avoir différentes personnes qui vont rejoindre des groupes et chaque groupe va avoir son propre système d'intégration, donc tout un système de bizutage ou de rites que vous devez traverser pour atteindre le groupe. Et ce que vous voyez, c'est que plus les groupes et les associations vont avoir un système de bizutage et d'intégration qui est difficile, pénible et qui est très demandeur pour la personne qui veut intégrer le groupe, plus le groupe derrière va être renforcé. C'est aussi, bien sûr, le cas dans l'armée, par exemple.
Donc dans l'armée, vous avez, pour intégrer la plupart des choses, vous avez un système de bootcamp, d'entraînement qui vont être physiquement et mentalement et émotionnellement très difficiles, que vous allez devoir traverser. Et plus la cohésion du groupe a besoin d'être forte, plus les rites d'accession à ce groupe vont être difficiles. Et un exemple assez évident là-dessus, c'est une unité d'élite aux États-Unis qui sont les Navy Seals. Donc, étant assez médiatisé, on sait pas mal de choses sur l'entraînement des Navy Seals, qui sont une unité d'élite, c'est eux qui ont été envoyés pour tuer, par exemple, Oussama Ben Laden. Et on sait que le taux de réussite dans leur entraînement est très faible. Et c'est tellement difficile que la plupart des gens vont abandonner avant la fin, alors que c'est déjà la crème de l'armée américaine qui va postuler à cet entraînement-là. Le résultat là-dedans, c'est non seulement qu'on va sélectionner les soldats les plus performants, mais c'est aussi que ceux qui passent cet entraînement vont tout d'un coup avoir la sensation qu'ils font partie d'un corps d'élite. Et la cohésion au sein du groupe est absolue une fois que les gens ont pu accéder à ce stade-là. Et tous ces éléments de bizutage, de rituels irrationnels, ont leurs racines dans des choses très anciennes, qui sont tout simplement les rites de passage. Quand vous avez une culture ancienne, vous avez généralement un rite de passage où, à l'âge de, en général, 14, 15 ans, 16 ans, un enfant va devoir traverser une épreuve difficile pour accéder au groupe des adultes. Et c'est pas, par exemple, on va envoyer l'enfant dans la nature et il doit survivre pendant X jours, où il doit être envoyé dans la nature et traquer à lui tout seul tel animal et tuer l'animal et le rapporter pour montrer qu'il est devenu un bon chasseur, etc. Et tous ces rituels-là, qui sont assez dangereux pour les enfants, parce qu'on peut imaginer que quand vous envoyez vos enfants à 14 ans pendant 7 jours dans la nature, il y a une partie qui va pas revenir. Et le coup en enfant perdu, c'est un peu horrible à dire, mais est récupéré par le groupe, dans l'idée que le groupe derrière est vachement plus soudé par cette expérience en commun qu'ils ont dû traverser. Et ces idées-là ont été récupérées par pas mal d'entreprises modernes. Je pense par exemple à l'entreprise Zappos, qui est une entreprise américaine qui vend des chaussures sur Internet. Et maintenant, ils vendent différents éléments, mais à l'origine, ils vendaient pratiquement des chaussures sur Internet. Et leur principal avantage compétitif, c'était qu'ils avaient un service client supérieur au reste de leurs concurrents. Et donc, les gens étaient largement plus confortables pour acheter des chaussures sur Internet à partir du moment où les Zappos avaient la réputation d'avoir ce service client incroyable. Il y a tout un tas d'histoires chez Zappos où on vous dit que si vous appelez Zappos, quel que soit votre problème, ils auront la solution. Donc si vous appelez Zappos et leur dire « je veux commander une pizza », ils essaieront de vous aider, même si ça n'a rien à voir avec leur business et avec les chaussures. Et donc Zappos va envoyer toutes ces nouvelles recrues, même si vous êtes recruté chez Zappos pour être directeur marketing ou si vous êtes recruté chez Zappos pour être développeur, eh bien vous allez devoir passer une certaine durée à travailler dans le département de service client. Et c'est une version très très adoucie du bizutage. On va forcer tout le monde de travailler au bas de l'échelle dans le service client. Ce que ça permet, c'est que ça va indoctriner dans l'entreprise que le service client, c'est la chose la plus importante chez Zappos, parce que chez eux, c'est l'élément vraiment clé qui va faire la différence dans leur marketing. C'est l'élément qui leur a permis d'avoir du succès historiquement. Et donc, ça permet d'inculquer à tout le monde dans l'organisation, y compris les gens les plus haut placés, à quel point le service client est important. Mais ça permet aussi de créer un esprit de corps au sein du groupe Zappos, puisque on a été chez Zappos, nous, on fait le meilleur service client, on est tous passés par là. Et c'est différent évidemment avec les entreprises concurrentes où ce rite de passage n'existe pas et où la cohérence au sein du groupe n'est pas forcément aussi forte. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.